Bienvenue à l'écoute du podcast Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Je suis Mathieu Benoît et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Moulis, alumni de l'école d'ingénieurs de Purpan, aujourd'hui directeur de la filiale Altech France. Bonjour Sébastien, peux-tu nous présenter en quelques mots ton métier et l'entreprise Altech ? Bonjour Mathieu, déjà c'est un plaisir d'être avec vous. Alors l'entreprise Altech est une multinationale qui est basée aux États-Unis, qui a été fondée par un scientifique irlandais qui a émigré dans le Kentucky et a utilisé son expertise autour de la fermentation, puisqu'il avait fait son PhD chez Guinness, pour fabriquer les premières levures vivantes utilisées en alimentation animale. Donc l'expertise, le cœur de métier de l'entreprise Altech, c'est vraiment tout ce qui est autour de la fermentation, les levures, les bactéries, les enzymes, les huiles essentielles, donc différentes solutions additifs au cœur de la nutrition animale. Et moi aujourd'hui, donc je suis le directeur général de la filiale française. Je chapeaute un petit peu toutes les activités qu'on peut avoir en France. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à ce métier, ta trajectoire, et aussi qu'est-ce qui te donne envie le matin de te lever, peut-être en dehors du cadre professionnel ? Alors moi je suis petit-fils d'agriculteur des deux côtés dans ma famille. Donc j'ai toujours été baigné dans l'agriculture et dans l'élevage plus particulièrement. Donc, j'ai toujours voulu travailler là-dedans. Après mon bac S, SP bio, je voulais faire une école d'agriculture. Donc c'est ça qui m'a amené à rejoindre Purpan, donc promo 87. Et puis suite à l'école et aux différents stages que j'ai pu faire, tous dans le monde de l'élevage, je voulais nourrir des vaches. Voilà, je voulais apprendre à nourrir des vaches. Et c'est donc j'ai rejoint l'entreprise Keenan à ce moment-là, comme nutritionniste pour l'entreprise Keenan dans le sud-est de la France. Donc j'ai déménagé à Lyon puisque je suis toulousain d'origine. Ça fait 18 ans qu'au final je suis toujours un petit peu dans la même entreprise, puisqu'il se trouve que l'entreprise Altech, dont j'ai parlé tout à l'heure, a racheté l'entreprise Keenan et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe Altech. Donc j'ai été nutritionniste pendant 3 ans sur le secteur sud-est. Je travaillais sur Rhône-Alpes, Auvergne et la Suisse. Puis commercial sur la même zone. J'y suis resté quasiment 8 ans en tout, et après je suis revenu sur Toulouse pour prendre un poste de directeur commercial France pour la société Keenan en 2015. On a été racheté en 2016. J'ai pris la direction de Keenan en 2018 et la direction de tout le groupe Altech au 1er janvier 2021, donc ça va bientôt faire 5 ans. Donc si je résume, ce qui te fait lever le matin, c'est de nourrir des vaches. C'était exactement ça qui m'animait. J'ai toujours été passionné de l'agriculture en général, de l'élevage plus particulièrement, les animaux forcément, et puis aussi de l'alimentation et les produits de qualité. J'aime bien manger, j'aime bien boire, mais que du bon. Alors, ce qui peut me faire lever le matin au-delà de ça, c'est je fais beaucoup de sport, puisqu'il faut éliminer tout ça forcément pour rester en bonne santé. Essentiellement, ma vie aujourd'hui se tourne un petit peu autour de ça. Vous écoutez Au cœur du réseau, le podcast de Purpan Alumni. Mais Purpan Alumni, c'est quoi ? C'est un réseau dynamique et puissant de plus de 8000 membres portés par la force du collectif au service de chacun. Que vous soyez étudiant, en poste, en transition, en recherche d'opportunités ou simplement curieux, Purpan Alumni est un véritable levier pour avancer ensemble. Avec Purpan Alumni, les talents se connectent, les idées circulent et les ambitions prennent vie. Alors, n'attendez plus, rejoignez-nous sur purpanalumni.com et téléchargez l'application Purpan Network pour vous connecter au réseau purpanais. On n'a pas encore dit pourquoi on échangeait aujourd'hui. En fait, Altech a réalisé un documentaire qui s'appelle A World Without Cows, c'est-à-dire un monde sans vaches. Ce film nous a été projeté à Purpan le 6 novembre dernier. J'ai eu la chance d'être présent et du coup, je me propose d'en livrer une petite synthèse, sûrement imparfaite, on va essayer quand même. Donc c'est un documentaire qui explore le rôle complexe et multiforme des bovins dans l'écosystème, dans l'économie et dans le système alimentaire mondial. On apprend que 800 millions de personnes sont directement liées à l'élevage bovin dans le monde, que ce secteur représente un marché annuel évalué à 1000 milliards de dollars, donc quelque chose de très, très significatif. Dans un contexte de croissance démographique mondiale, le documentaire pose une question centrale. Serions-nous mieux lotis dans un monde sans vaches ? La question est examinée sous différents angles, que sont l'enjeu donc économique, la signification culturelle, la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et l'impact climatique que peuvent avoir les bovins sur la planète. On découvre dans cette enquête foisonnante qui a été menée par des journalistes des réalités spécifiques et des situations très distinctes en Afrique, au Kenya, en Inde, à Singapour, au Brésil ou encore aux États-Unis. Ce tour d'horizon nous amène à penser que malgré des théories contraires et des appels à devenir végétarien ou à éliminer la viande,
Justement, éliminer les bovins ne serait pas une solution viable pour l'humanité ni pour la planète. La clé d'un avenir durable résiderait plutôt dans l'amélioration de l'efficacité de l'élevage actuel, notamment dans le cas des pays en voie de développement, alors que l'augmentation de la consommation de lait et de viande par habitant n'est pas vraiment remise en question dans ce documentaire. Le documentaire a surtout le mérite de montrer une véritable complexité de ce questionnement qui mérite débat et qui ne peut recevoir de réponse simple ni unique. Plusieurs pistes de solutions sont évoquées, telles que le raccourcissement du cycle de production grâce à des parcs d'engraissement à grande échelle, les feedlots, qui peuvent réduire la durée d'élevage des animaux, ou bien encore l'amélioration des pratiques d'élevage, l'adoption d'une agriculture régénératrice, où le bétail mis en pâture tournante pourrait alors jouer un rôle crucial dans la restauration des sols et dans la séquestration du carbone. Une nouvelle révolution agricole est présentée comme indispensable quasiment pour nourrir la population à l'avenir, pour préserver notre santé, pour inverser l'impact de l'élevage sur le changement climatique. Mais cette perspective nécessiterait des investissements importants avec un accompagnement au changement des pratiques d'élevage selon chaque contexte qui est présenté, contexte de production, mais aussi beaucoup d'actions de communication sont imaginées nécessaires, à la fois au plan scientifique, pour valoriser le métier de l'éleveur qui est souvent méconnu et dévalorisé, pour éduquer la société dans son ensemble afin de favoriser l'émergence d'un débat constructif entre toutes les parties prenantes et pour obtenir une mobilisation citoyenne et, si possible, un soutien politique et financier. À voir s'il y a des choses que j'oublie, premièrement. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi Holtec a imaginé produire ce documentaire. Donc, quelle est sa genèse, quelle est sa finalité et quelles sont les modalités de réalisation que vous avez mises en œuvre. Effectivement, résumer ce documentaire est une mission compliquée parce qu'il est très dense et très riche. Sa volonté, effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est pas d'apporter des solutions ou des réponses, c'est plutôt de donner différents points de vue pour permettre de créer de la discussion. Et donc le pourquoi de ce documentaire, finalement, notre CEO, le docteur Mark Lyons, a vu en 2020 une publicité pendant la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis, donc grosse audience mondiale, sur un lait à base d'avoine, et donc avec quelqu'un qui chantait « Qu'est-ce qu'on serait bien dans un monde sans vaches ?» Et ça lui a forcément fait se poser beaucoup de questions. Et il est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la communication qu'il peut y avoir autour de l'agriculture, elle est souvent négative et ou portée par des gens qui ne font pas réellement partie de l'agriculture. Il s'est dit, moi, CEO d'une société comme Holtec, multinationale, avec un certain nombre de moyens, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire changer les choses ? Et je pense que le point de départ de tout ça, c'est cette question-là. Ensuite, dans la façon de le mettre en place, l'idée, c'était vraiment d'apporter un outil qui puisse permettre aux gens de discuter, de se mettre en relation. Et il ne voulait pas influencer l'histoire du documentaire, donc il a réellement missionné 2 journalistes avec qui on travaillait déjà dans la société Holtec, il faut être clair là-dessus, qui faisaient déjà des reportages pour nous. Et donc il leur a demandé de poser cette question, finalement, un monde sans vaches, qu'est-ce que ça veut dire, quelles seraient les conséquences ? Et il les a envoyés avec une carte blanche sur les endroits où aller, sur les questions à poser. Et donc ils ont suivi un fil petit à petit, de contact en contact, pour être capable d'essayer de voir l'influence des vaches dans les différentes sociétés, sur les différents continents. Donc ça a vraiment été fait dans cet esprit-là, avec encore une fois cette idée après dans la mise à disposition de réellement être capable de créer du lien et de créer du débat. Voilà. En écoutant Sébastien à la réflexion, je me demande si finalement ce documentaire n'a pas aussi pour vocation de rapprocher un peu les éleveurs et les consommateurs qui ont tendance à se tourner le dos. Oui, c'est une très bonne remarque, parce que ce qui est très paradoxal dans notre société, là je vais plutôt parler d'un point de vue français, c'est qu'on a le sentiment, et je pense que les agriculteurs de façon générale ont le sentiment que les consommateurs peuvent leur tourner le dos et sont très critiques sur ce qu'ils font.
Et dans le même temps, quand on demande à la population qu'est-ce qu'ils pensent de l'agriculture française, on les sent plutôt supporters de ce qu'on fait. Je pense que tout le monde est conscient que les agriculteurs aujourd'hui font partie des gens qui travaillent énormément, qui se donnent corps et âme à produire une alimentation de qualité et que leur seule envie, c'est de nourrir les Français. Ce qui, des fois, crée énormément de frustration chez eux, parce que quand on parle de la problématique environnementale, je suis persuadé qu'aucun éleveur en France se lève en se disant « je vais détruire la planète ». Et c'est certainement pas ce qu'ils font, et c'est certainement pas le sens de l'évolution des pratiques. On a des éleveurs qui travaillent dur, qui travaillent beaucoup, à qui on demande beaucoup, avec de plus en plus de normes, et on a des consommateurs qui, aujourd'hui, veulent des produits de qualité, mais quand on met dans des étals de supermarchés des produits de qualité à un certain prix, et des produits peut-être d'un peu moins bonne qualité qui viennent pas de France à un autre prix, forcément, dans certaines situations, c'est le portefeuille qui parle. Donc c'est très 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 compliqué comme question, et j'ai aucune prétention d'avoir des réponses par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui est sûr, et c'est aussi le but de ce documentaire, c'est qu'on a besoin de se parler. Dans le documentaire, on a volontairement voulu aborder différents points de vue, et des gens qui sont vraiment contre l'élevage, qui sont véganes, qui parlent dans le documentaire. Et c'est cette idée de dire que de toute façon, d'avoir des positions trop polarisées n'amène rien. Si on est chacun trop écarté en étant sûr d'avoir raison, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc il y a vraiment cette envie de discuter, de venir parler, de comprendre et de pouvoir inventer ou améliorer le système actuel, mais de pouvoir se baser sur des choses réelles, des faits scientifiques, et en respectant chacun. Et voilà, c'est je pense aussi, le début de mission de ce documentaire, c'est de mettre des gens dans une salle et de pouvoir discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble demain. Alors justement, c'est intéressant. Comment Holtec capitalise tous les éléments de sortie de ce documentaire, c'est-à-dire toute la matière qui peut être réfléchie, produite, tous les débats. Est-ce que vous avez envie de les récupérer, parce que ça vous échappe peut-être pour partie, et quel est votre souhait en la matière? C'est de capitaliser là-dessus? Oui, bien sûr. Alors nous, en France, on est une équipe de taille moyenne, mais on est très 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 intéressé pour pouvoir échanger avec tous les gens que ça intéresse. Donc évidemment que dans les visionnages de ces documentaires, le but c'est aussi de faire un appel aux énergies positives, aux gens qui ont envie de discuter du sujet, les gens qui sont d'accord sur certains points, et puis ceux qui peuvent en questionner, voire ne pas être d'accord avec d'autres, parce que ça va créer du débat, ça va créer de la vérification, permettre d'échanger les différents points de vue, et là encore une fois trouver un consensus qui peut être bénéfique pour tout le monde. Donc on encourage évidemment tous les gens qui ont envie de discuter avec ça à nous contacter, à me contacter sans aucun problème, et on pourra du coup échanger et voir comment on peut avancer. Parmi les nombreuses facettes de ce documentaire, le film aborde par exemple les questions de la sécurité alimentaire, et au travers de la valeur protéique comparée entre les protéines animales et végétales, issues de la valorisation de terres agricoles qui peuvent être limitées, et aussi de la qualité des sols, de la fertilité des sols. Donc n'y a-t-il pas de concurrence entre alimentation animale et alimentation humaine? C'est une des questions qui est posée. C'est une question qui revient souvent, et là aussi, du coup, on n'a pas de réponse claire dans le documentaire, puisque c'est pas le but. Je vais préciser une chose, c'est que tous les éléments qui sont dans le documentaire, tous les chiffres qui sont cités, sont basés sur des faits scientifiques, et ils sont vérifiables. C'est-à-dire qu'on donne accès à toutes ces données-là, et donc derrière, en fait, on peut aller les vérifier, et puis on peut en discuter. À aucun moment, on pense détenir une vérité unique et absolue. L'idée, c'est justement de créer de la discussion pour pouvoir créer le meilleur système. Après, entre la compétition au niveau des terres, entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine, j'ai envie de retenir deux éléments importants dans le documentaire. Le premier, c'est qu'au final, le nombre d'hectares disponibles pour l'alimentation humaine est plutôt limité, si on regarde les proportions déjà entre l'eau et la terre au niveau de la planète, et puis tout simplement les terres sur lesquelles on peut réellement cultiver des cultures pour l'alimentation humaine. Finalement, elles sont pas si disponibles que ça, il n'y en a pas tant que ça en proportion, d'autant plus quand on se place dans un contexte où on a une population mondiale qui augmente, et où demain on va devoir nourrir 11 milliards d'êtres humains. Voilà. Et il y a un constat clair, c'est que finalement l'humanité a peut-être 10 000 ans d'histoire, et dans les 50 prochaines années, potentiellement, on va devoir nourrir autant d'êtres humains que ce qu'on en a nourri dans les 10 000 dernières années. Donc, c'est assez vertigineux quand on pense à ça. Et donc, il faut quand même qu'on ait un système alimentaire qui puisse produire pour tout le monde et produire en qualité pour tout le monde.
Donc ça, c'est le premier point. Après, la deuxième idée qui est abordée, c'est que oui, les bovins peuvent utiliser une certaine partie de culture qui pourrait être destinée à l'alimentation humaine, mais la majorité de ce que consomme un bovin aujourd'hui, c'est de la cellulose, et la cellulose, un humain ne peut pas la digérer. Et donc, il y a aussi quand même un phénomène d'upcycling, donc de valorisation de différentes matières premières ou différents fourrages qui sont utilisés par les vaches, dont l'être humain ne pourrait rien faire. Je me faisais encore la réflexion, il y a 2 jours, j'étais dans le nord de la France et j'étais chez un éleveur qui nourrit ses vaches avec une part de racines d'endives, de déchets de purée de pommes de terre, de pulpe de betterave. Et donc on se retrouve avec des mélanges de coproduits ou sous-produits comme ça, qui sont issus de l'industrie humaine et dont aujourd'hui, s'il n'y avait pas les bovins, on ne pourrait pas les consommer, ils seraient tout simplement gaspillés. Donc encore une fois, il n'y a pas une réponse simple, ça peut être plus complexe. Et donc l'idée là aussi, c'est d'encourager les gens à mieux connaître le sujet et à savoir exactement ce qu'il en est quand on parle de compétition alimentation animale. Et on peut aussi parler de qualité protéique un peu différente entre les protéines animales et végétales. Enfin, à un moment donné, je crois que le sujet est abordé. Le sujet est abordé. Après, moi, pour le coup, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, ni je pense qu'il peut y avoir des docteurs typiquement sur l'aspect humain qui peuvent apporter des réponses. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que comparer un hectare et un hectare, des fois c'est un peu limitant. Selon ce qu'on va produire sur l'hectare, ça peut avoir une différence. Et puis un point de protéines de blé et un point de protéines de viande de bœuf est peut-être pas tout à fait la même chose, ça n'a peut-être pas le même impact en réalité sur l'être humain. Donc en tout cas, c'est des éléments à prendre en compte quand on parle de ces sujets-là. Il ne faut pas rester très simpliste sur ce genre de questions. Ça m'évoque un parallèle quand il y a eu beaucoup de débats à un moment donné sur les quantités d'eau nécessaires pour produire 1 kilo de bœuf. Si on prend l'eau de pluie qui tombe sur les pâtures, mais qui serait de toute façon tombée, forcément le bilan en termes d'eau est fortement en désavantage de la viande quand on l'enlève et quand on a une approche réellement scientifique de la quantité d'eau nécessaire à produire 1 kilo de viande, les résultats sont un petit peu différents. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'encourager tout le monde à avoir un débat posé avec des vrais chiffres, vérifiés, et d'essayer de trouver des consensus. Encore une fois, ce documentaire aborde des contextes extrêmement différents entre ce qu'on peut voir en Afrique, en Inde, où ils sont essentiellement intéressés par le lait, puisqu'ils sont plutôt végétariens, et notre contexte, je dirais, occidental. Et dans ce contexte-là, on n'aborde pas trop la question d'éduquer les consommateurs à s'orienter vers des produits de qualité et une consommation quand même, je dirais, un peu raisonnable, entre viande et végétaux. C'est-à-dire, est-ce que on est dans une trajectoire où la population augmente, les besoins de production en regard de ça sont censés augmenter, mais ne faut-il pas agir aussi un peu sur l'éducation pour que tout le monde ne se retrouve pas à surconsommer de la viande pour autant, quoi. Oui, sur le principe, oui. Surtout comme tu l'as dit, dans un contexte occidental, voire franco-français, c'est une vraie question de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes. Et après, la grande question, c'est si on supprime les vaches, finalement, en tout cas en France, est-ce qu'on va maîtriser ce qu'il y a réellement dans nos assiettes ? C'est toute la question de, aujourd'hui, avoir un certain nombre de contraintes envers nos agriculteurs, alors qu'ils produisent peut-être des produits les plus qualitatifs au niveau mondial, et en même temps laisser une porte ouverte sans aucune restriction aux différentes importations sur des produits qui potentiellement sont de moins bonne qualité. Donc là aussi, il faut éduquer le consommateur, oui, mais il faut aussi être sûr de ce qu'on a chez nous et faire attention à ce qui est produit ailleurs, puisque si on déplace le problème et qu'en fait on se dit on n'a plus de vaches en France, donc on va avoir potentiellement un impact climatique à mesurer, mais par contre on laisse rentrer dans le pays des choses qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément mieux produites, ça pose une vraie question. Mais ma question était plus dans le sens de ne doit-on pas réglementer les importations de produits déréglementés, justement, qui ne sont pas pour protéger notre élevage et maintenir notre élevage et nos territoires. Ça me semble être quelque chose d'hyper important aujourd'hui, d'un sujet c'est un sujet pour nos politiques, mais il doit vraiment être sur la table aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de bouleversements aujourd'hui sur le marché mondial et beaucoup de conséquences pour nos agriculteurs. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir une feuille de route claire pour savoir quoi produire, parce que nos agriculteurs ont toujours répondu, quel que soit le contexte. C'est évoqué dans le documentaire sur le contexte américain après la Seconde Guerre, enfin pendant même la Seconde Guerre mondiale, avec un besoin de nourrir la population. Mais on a vécu la même chose en Europe et en France. Quand on leur a demandé de produire et de nourrir les gens, ils ont répondu. Quand on leur a dit de changer de façon de faire et de produire différemment, ils ont toujours répondu. C'est eux qui ont une grosse partie des solutions, mais encore faut-il pouvoir leur faire confiance et leur donner les moyens de travailler correctement. On entend également dans le documentaire des éleveurs, des responsables brésiliens
bien se dire si on continue, on est en train de déforester notre forêt amazonienne, forêt primaire. Donc il faut aussi qu'on invente des modèles de production et qu'on rationalise aussi l'élevage chez nous, parce que ça a aussi des impacts chez eux, d'autant plus s'ils deviennent exportateurs avec le Mercosur, etc. Ils le sont déjà d'ailleurs. Oui, c'est une des grandes questions là aussi sur ce qui se passe en Amérique du Sud. Il se trouve que moi j'ai été au Brésil cet été, donc je voulais aller me rendre compte de la réalité de ce qui se passait là-bas et de voir un petit peu comment ils produisaient, parce que c'est un gros sujet, et de savoir qu'est-ce qu'il en était vraiment. C'est assez extraordinaire de voir ce qui se passe dans ce pays, parce qu'ils sont en plein développement. Mais le contexte est absolument pas le même que chez nous. Il y a eu de la déforestation, c'est vrai. Quand on leur en parle, c'est assez drôle parce qu'ils nous disent vous, au Moyen-Âge, vous avez aussi déforesté, on doit aussi se développer. Donc c'est un peu difficile de savoir quoi leur répondre. Mais en même temps, ils ont effectivement une responsabilité avec la forêt amazonienne, ils ont une responsabilité mondiale. Et j'ai vu des gens qui semblaient en avoir conscience et qui voulaient aller dans ce sens-là. Ils exportent aujourd'hui 30% de leur production. Donc leur première mission, c'était d'abord de nourrir leur population, qui est effectivement une population qui consomme beaucoup de viande bovine. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité de doubler leur production de viande sans déforester plus. Et ils le disent clairement, en fait, parce que c'est des systèmes très, très extensifs dans les modes d'élevage. Un peu moins sur l'engraissement, mais sur l'élevage, oui. Et en fait, ce qui est frappant quand on est là-bas, c'est la place. Ils ont des kilomètres carrés, des hectares et des hectares et des hectares. Donc il y a une place phénoménale par rapport à nous, pays européens, où au final les élevages se retrouvent en proximité des citadins, des villes, avec les problèmes qu'on connaît, là-bas, c'est pas du tout le cas. Un autre thème qui est abordé là, c'est le bien connu, en tout cas du grand public, c'est on associe l'élevage à production de méthane. Ce sujet est censé impacter lourdement le climat et l'environnement. Ce fait est avéré, mais il n'entraîne pas la conclusion au sein du documentaire qu'un gain écologique massif consisterait à supprimer les vaches. Au contraire, le fait que l'élevage vienne réduire, capter du carbone et qu'on puisse aussi, par les bonnes pratiques, réduire les émissions de méthane. Donc, ce sujet, en dire un mot aussi. C'est le sujet important du documentaire, et puis la raison pourquoi on se pose autant de questions sur la place des bovins et non pas d'autres espèces dans notre société. Il y a une réalité, c'est qu'un bovin, pendant sa digestion, va produire du méthane et donc va rejeter ce méthane et qui va être rejeté dans l'atmosphère. Donc il y a peut-être 1,5 milliard de bovins dans le monde. Ça a forcément un impact et il n'est pas question de nier ça ou de se cacher derrière ça. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a du rejet de méthane, oui, mais quel est l'impact réel sur le réchauffement climatique? Et c'est toutes les questions à se poser. Un exemple assez marrant aux États-Unis, c'est de comparer les populations de bovins il y a 400 ans par rapport à aujourd'hui. Et finalement, avec les troupeaux de bisons qu'il y avait à l'époque, les troupeaux d'élands, des grands herbivores qui étaient en grand nombre dans les prairies, il se trouve que le nombre de bovins, au final, en 400 ans, a peut-être pas tant augmenté que ça. Ils sont plutôt sur une augmentation de 10%. Ils ont des cheptels qui ont beaucoup réduit aussi, avec des animaux qui sont plus productifs. Donc, l'agriculture contribue de façon significative au réchauffement climatique, c'est sûr. Par contre, l'idée de documentaire, c'est aussi de montrer qu'il y a des pistes pour être capable de réduire ces émissions et qu'il y a peut-être une autre version de l'histoire à montrer. Je vais prendre un exemple simple. Il y a eu des études faites sur un ranch en Floride, donc qui est là aussi évoqué dans le documentaire. Ils ont comparé les capacités de stockage du carbone dans le sol, de prairies, sans les animaux et avec les animaux. Et il se trouve que quand on a une action mécanique d'herbivores qui viennent brouter de l'herbe et donc venir stresser les plantes et avoir un impact sur les racines, on stocke plus de carbone dans le sol que sans les animaux. Moi, je ne suis pas un spécialiste du sol, je ne suis pas un scientifique de ce côté-là, mais c'est pas aussi simple que de dire si j'enlève les vaches de la planète, je vais forcément avoir de grandes améliorations d'un point de vue environnemental, puisque il va y avoir une certaine quantité de nourriture et de protéines à produire d'une façon différente. Il va y avoir un impact sur les sociétés et il va y avoir un impact aussi sur ce qui se passe dans toutes les prairies dans le monde entier. Donc il y a des choses qui sont réelles, et après il faut justement creuser ces sujets pour se rendre compte réellement de l'impact de ça. Et puis du coup, en étudiant mieux ces sujets, je pense qu'on va découvrir des façons de faire qui peuvent avoir des impacts plus positifs, voire même stockeuses de carbone, et peut-être amener un narratif différent. Donc sont abordés effectivement les principes de la régénération de la fertilité des sols, de l'agriculture régénérative.
on n'aborde pas l'agroforesterie qui, à mon avis, est aussi une dimension peut-être encore supplémentaire ou complémentaire à tout ça, pour effectivement avoir des impacts favorables de par la présence d'animaux qui aussi ont un rôle sur la biodiversité, que ce soit la flore ou la faune. Les bovins ont sûrement un rôle là-dessus aussi. Donc tous ces aspects sont abordés comme étant des points importants à débat. Alors des pistes de solutions sont proposées, mais elles doivent être adaptées au contexte. Encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes. On sent que les solutions ne sont pas les mêmes selon les cultures, selon les territoires, selon les enjeux économiques et socio-économiques. J'ai un peu regretté qu'on aborde finalement peu notre modèle européen, enfin le modèle traditionnel français, où on est, encore une fois, de par l'histoire, sur des structures relativement petites, qu'on ne peut pas se comparer au Brésil qu'on a évoqué, où on a des enjeux de structure d'exploitation, de profil de paysage, etc., avec des paysages qui ont été remembrés, mais qui restent très structurants de notre territoire. Donc par rapport à ça, n'y a-t-il pas des spécificités historiques, socio-économiques et culturelles en Europe qui méritent aussi d'être éclairées et d'être prises en compte? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais pour assurer l'avenir de nos éleveurs, de nos élevages et de nos territoires. C'est le cas. Le système français reste un système particulier, atypique. Quand même beaucoup d'exploitations, de petites exploitations familiales, typées polyculture élevage. Alors, le documentaire vient en Europe, il va dans 3 pays en Europe, on est en Angleterre, en Allemagne et en Hollande. Par contre, c'est vrai qu'il explore pas forcément la spécificité du type d'élevage français, des petites exploitations. Je pense que la réalité, c'est que les journalistes ont suivi un fil et que le fil ne les a peut-être pas amenés sur ce sujet-là. Peut-être une problématique de langue aussi qui a fait que du coup ils sont quand même restés sur des pays anglophones ou avec une facilité de langue. Donc ça j'ai pas de réponse exacte à ça. Maintenant, je sais aussi qu'on a beaucoup plus d'heures de documentaire que ce qu'on a pu caler en 1h25. Vous l'avez dit, le documentaire il est déjà très très dense, il y a énormément d'informations et du coup c'est marrant parce que dans les réactions on a des gens qui à la fois nous disent « Ah oui mais 1h25 c'est long » et donc on aimerait bien une version un peu plus courte et en même temps « Mais pourquoi il n'y a pas ça ? Pourquoi il n'y a pas ça ? Et pourquoi vous ne parlez pas de ça ?» Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois faire des choix. Je pense que c'est pour ça. Par contre, évidemment qu'on réfléchit à des façons d'étendre le débat et d'explorer d'autres sujets. Donc ce n'est qu'une première étape et une première entrée dans le sujet. Ça fait le lien avec ma prochaine question. Comment vous allez continuer à diffuser ce documentaire, c'est-à-dire auprès de quelle cible? Puisque c'est pas un documentaire grand public aujourd'hui, comment envisagez-vous d'en faire un levier finalement pour changer les points de vue, pour provoquer un débat constructif entre les parties prenantes et pour essayer d'amorcer des changements nécessaires par rapport à ce qu'est l'élevage et ce qui pourrait être en termes de reconnaissance et d'impact? Alors, j'ai pas une réponse claire à ça. On n'a pas une feuille de route préétablie avec des objectifs clairs. On apprend au fur et à mesure du chemin. Ce documentaire, il a été produit par une entreprise dont c'est pas le métier à la base. Maintenant, je pense qu'on a l'envie qu'il soit vu par le plus grand nombre. Ça fait une grosse année qu'il est sorti. Il y a eu plus de 250 projections dans le monde entier. Je pense qu'on a passé j'ai pas le chiffre exact, mais plus de 50 pays, c'est sûr, où ça a été projeté. Mais alors, à qui vous le projetez ? Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on l'a projeté, c'était par rapport à des gens qui avaient envie de le projeter et de créer un événement autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le met à disposition gratuitement. C'est pas du tout un objet mercantile. On le met à disposition des gens qui ont envie de parler du sujet et avec la condition d'avoir une discussion à la suite du documentaire, parce qu'on pense que c'est un sujet qui est tellement vaste et complexe que le but, c'est justement pas que les 1h25 qu'on va passer à le regarder, mais c'est tout ce qui va inspirer derrière et de pouvoir créer des discussions entre tous les types d'acteurs, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, il y a la filière, mais bien au-delà de ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, si on veut des grandes diffusions, si on veut qu'ils soient sur soyons fous dans les cinémas en France par exemple, il y a besoin que le film passe dans différents festivals de cinéma. Donc c'est ce qu'on fait. On a fait plusieurs festivals, on a eu plusieurs médailles, plusieurs reconnaissances, et donc il y a ce process qui est en cours. Et après, il y a la question de quel va être le bon média pour pouvoir communiquer au plus grand nombre. Est-ce qu'au final, ce format d'1h25 est le format définitif? Pareil, c'est en question. Voilà, mais pour l'instant, on reste sur ce type de projection un peu privée, mais sans aucune restriction. Il y a des discussions sur une chaîne YouTube. Voilà, c'est encore une fois, rien n'est défini et on verra où le chemin nous amènera. Si je parle au niveau de la France, en un an, là, on va
Il y en a quelques-unes à venir, là, mais on va être sur à peu près 25 projections déjà, avec des projections qui sont allées de 20 à 200 personnes. Hein, donc ça fait déjà un certain nombre. Mais aujourd'hui, on réfléchit vraiment à comment on peut l'amener déjà aux éleveurs. Parce qu'ils sont, après l'avoir vu, ils sont très très demandeurs de continuer la discussion autour de ça, puis aux citoyens, hein, puisque l'idée de tout ça, c'est aussi d'amener des éléments aux citoyens pour qu'ils puissent faire leur choix en connaissant mieux le sujet et avoir des discussions aussi avec eux, puisqu'à la fin c'est le consommateur de toute façon qui décide. Donc c'est un process qui est en cours. J'ai pas de réponse claire, mais on est ouvert à discuter de tout avec les gens qui ont envie de discuter de ça. Du coup, si des auditrices, des auditeurs sont très curieux et ont envie, je pense que ça leur a donné envie d'aller vers ce documentaire, ils peuvent venir vers le site de Holtec, peut-être, le site internet. Tout ce qui est autour de ce documentaire a été séparé, c'est-à-dire qu'on a créé une société à part, Planet of Plenty Production, qui s'occupe de la diffusion de ce documentaire, et donc on a créé aussi un site internet à part, et donc tout le monde peut aller sur le site worldwithoutcause avec un s.com. Et vous y trouverez énormément d'informations, c'est-à-dire tout autour du documentaire et toutes les nouveautés qu'il peut y avoir autour de ça. Et vous pouvez également y faire des demandes de diffusion en direct sur le site. Mais tout à l'heure, je parlais de tous les faits scientifiques qu'il y a à l'intérieur du documentaire. Et vous y trouverez aussi un wiki avec la liste de tous les chiffres et des sources. Vous y trouverez aussi tout un tas d'actualités sur d'autres possibilités de documentaires. Tout à l'heure, en fait, vous parliez de la spécificité européenne. Pour tout vous dire, on était présent à la COP30 au Brésil dans les discussions, et donc il y a eu une projection du documentaire au Brésil à la COP30. Et en fait, c'est pas le documentaire d'1h25 qui a été projeté, mais on a fait un spin-off spécial Brésil qui explore un petit peu une problématique qui se pose là-bas. C'est justement, tout à l'heure on parlait des qualités de sol. Ils se rendent vraiment compte aussi que de ramener l'élevage sur des terres où ils ont perdu en productivité permet là aussi de retrouver du potentiel, notamment pour les cultures, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de produire les cultures aussi pour l'alimentation humaine. Donc on voit à quel point en fait les animaux et les cultures peuvent être liés dans les cycles, et c'est pour ça que c'est une question qui n'est pas si simple que ça. En tout cas, il y a un documentaire de 18 minutes, World Without Cause Brésil, qui est disponible là, lui, pour le coup, directement sur la plateforme. Et en fait, il y a cette idée de peut-être aller faire des mini-documentaires dans différentes régions. Donc il y aura dans le futur certainement des choses autour de ça, plus centrées sur l'Europe, pour avoir plus de discussions locales. Ça nous fait beaucoup déjà de ressources documentaires et de possibilités de continuer à s'éclairer. Est-ce qu'il y a d'autres ressources documentaires auxquelles on peut penser pour approfondir ce sujet Enfin, en tout cas, de notre côté, en plus du site, pas spécialement. Après, c'est à chacun de se documenter sur le sujet et de peut-être créer de nouvelles ressources. Merci Sébastien pour cet échange qui nous a beaucoup éclairé, qui s'inscrit dans notre exploration d'enjeux agricoles, environnementaux et autour du monde du vivant dans ce podcast. Cet épisode de témoignage au cœur du réseau touche à sa fin. Encore merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre de Claire Saby, qui est directrice du Centre régional interprofessionnel de l'économie laitière d'Occitanie. En attendant, continuons de nous informer, de nous questionner et surtout de faire réseau, d'agir en conscience. À très bientôt Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.